Kebiash qui nous vient de l'université de Gigi. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur Nabet. C'est surtout pour votre cool fool. Ah, merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Et surtout aussi à votre exposition qui était assez claire, assez pédagogique aussi. Ça témoigne donc de votre statut donc de pédagogue déjà. Vous avez donc une ancienneté déjà en tant qu'enseignant. De 7 ans. Moi, je commence par les plantes d'abord. Oui. Dans plusieurs passages, je ne mentionne pas la page, vous avez noté que ces plantes sont endémiques. Oui. Une seule plante. Bon, endémiques à l'Algérie ou endémiques à la Méditerranée? Est-ce que c'est des plantes méditerranéennes, et là donc c'est pas endémique, ou bien sont endémiques uniquement à l'Algérie? Pour ce qui concerne, pour le mot endémique, je l'ai utilisé seulement pour Origanum glandulosum. Pour Thymus fontanisier, ce sont des plantes qu'on peut retrouver en Méditerranée et voire même peut-être dans la Méditerranée. Parce que vous l'avez mentionné en page 1, endémique, et vous l'avez... Page 1. Au niveau de l'introduction, c'est ça? Oui, en introduction, vous avez mentionné... Au niveau, s'il vous plaît, au niveau de quelle ligne ou bien au niveau de quel paragraphe, pour que je puisse vous suivre. Parce que j'ai résumé les... Oui, je vais essayer de suivre. Alors, la deuxième page, le deuxième paragraphe. Ah, d'accord. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez mentionné donc le Thymus fontanisé est une espèce commune et endémique du nord algérien. Sixième ligne, deuxième paragraphe. Sixième ligne, deuxième page. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, plusieurs techniques d'extraction, je ne trouve pas là. Sincèrement, je ne le vois pas. Je suis en page 2. Au niveau de l'introduction. Oui. En page 1, alors je lis à votre place. Donc, sixième ligne, à la fin de sixième ligne, Thymus fontanesi est une espèce commune et endémique du nord algérien. Oui. Donc, si je l'ai mis, donc ça va être endémique, puisque d'après la référence de Kiezel et Sonta. Oui, 1963. C'est-à-dire ça ne pouvait pas être vraiment une référence assez solide, parce qu'elle est trop loin. Donc, moi, je suppose qu'elle est méditerranéenne, d'accord. Oui. Mais pas endémique à l'Algérie. Parce que vous l'avez confirmé d'ailleurs, vous avez mentionné l'appartenance donc, de la plante à la Méditerranée en page 8. En page 8, donc, vous avez plutôt mentionné qu'elle appartient donc au bassin méditerranéen. Oui. Donc peut-être que... Malish, c'est juste, vous prenez remarque, vous notez seulement qu'elle n'est pas endémique à l'Algérie. Bon, vous avez systématisé, mais je ne sais pas ce que vous avez un voucher. Est-ce que vous avez un numéro de plante dans un labo bien déterminé? Pour les espèces? Non, quand vous avez systématisé. Oui. Et il y a des spécialistes. Oui. D'accord. Enfin, vous n'avez pas mentionné la spécialité. Vous avez dit, disons, des enseignants de biologie végétale. Oui, ce sont des spécialistes de... Oui, bon, il y a une différence. C'est-à-dire, quand on est biologiste végétal, on n'est pas forcément un systématicien. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, on aimerait bien justement peut-être mentionner la spécialité, enfin, botaniste par exemple. Enfin, je dirais, les botanistes, c'est eux donc qui ont donc cette compétence de systématiser, disons, les plantes. D'accord?
Ce n'est pas quelqu'un de biologie végétale qui peut justement le confirmer. Alors, pour le chapitre de stress, moi je trouve que le stress oxydatif, c'est-à-dire sur le plan bibliographique, n'est pas vraiment très important. C'est-à-dire le stress oxydatif maintenant est connu, bien connu. Oui. On aimerait bien justement s'étaler sur plutôt, disons, le facteur qu'il est, le facteur étiologique qu'il est pour beaucoup de maladies. C'est-à-dire, moi je trouve que ce chapitre-là, ce sont donc des notions qui sont assez connues, enfin, peut-être qui ne sont pas valables pour, disons, une synthèse bibliographique de rang doctoral. Moi, je suppose qu'il faut s'étaler beaucoup plus sur la mécanistique que ce facteur-là, stress oxydatif, peut justement causer donc dans l'étiologie des maladies, etc. Oui, effectivement. Donc, voilà, mais enfin, c'est-à-dire, moi je conseille les doctorants d'éviter à donner assez d'informations sur le stress, disons, à en faire un chapitre. Ça ne mérite pas vraiment. Hein. C'est-à-dire, il faut aller au-delà de boîte d'accord, c'est-à-dire on peut donner des généralités, mais il faut aller vers la mécanistique. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que on en parle, stress oxydatif, mais on ne sait pas exactement. Le mécanisme, oui, le mécanisme, enfin les radicaux libres, justement, ils ont une mécanistique assez profonde, que ce soit dans le sens de la signalisation cellulaire, enfin leur impact sur la signalisation cellulaire, que ce soit dans l'apoptose, etc. C'est-à-dire il y a des voies assez profondes et qui sont bien sûr derrière donc, disons, les maladies, surtout les maladies chroniques. C'est-à-dire le fait que nous n'avons pas travaillé peut-être sur les maladies et des tests in vivo. Oui, je peux comprendre. Oui. Ce n'est pas, c'est-à-dire j'arrive à ça. De trop développer peut-être. J'arrive à ça parce que vous l'avez mis en perspective certainement. Vous aviez besoin justement de cette étude in vivo dans votre travail. Malheureusement, vous l'avez pas fait. Oui. Et vous l'avez mis en perspective. La remarque de mon collègue, Monsieur Mouni, pour ce qui est d'après nos connaissances, moi, je pense que c'est un terme, enfin c'est une phrase qu'on ne devait pas mettre justement dans un texte académique. On peut la remplacer justement par d'autres phrases telles que d'après la documentation consultée, c'est-à-dire oui. les références consultées ou documentation consultée, c'est-à-dire c'est pour ne pas donner une affirmation d'absence, parce que là vous avez donné une affirmation d'absence, et l'affirmation d'absence en science n'est pas admissible, d'accord? Okay. Donc moi je préfère à ce que vous changez ce terme-là, enfin cette phrase-là, d'après nos connaissances. Il faut mentionner peut-être la documentation, d'après la documentation consultée, ou la bibliographie disponible, etc. Comme ça, pour être assez objectif. Que j'ai consultées, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal, c'est-à-dire des bases de données qui hébergent des journaux, des milliers de journaux. J'ai cherché moi-même. Voilà. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Voilà. Mais bon, j'ai cherché comme ça hâtivement, peut-être. Bon, je suis pas allé dans les banques de données, d'accord. Donc, non, avec toute réserve, vous pouvez avoir raison. C'est-à-dire, c'est possible que vos connaissances sont affirmatives, totalement. Mais c'est seulement en science, il faut pas l'être. En science, il faut pas l'être. Il faut toujours laisser une porte. C'est-à-dire, jusqu'à Mohamed, Oui. on l'a fait parce que dans la majorité des publics, on trouve ici écrit comme ça. Yeah. In the best of our knowledge. Yeah. Faites maintenant, tout le monde écrit comme ça. Exactement. Tout le monde. Les articles disent ça. C'est bien ça. Oui, effectivement. Alors maintenant, si on traduit en français, je pense que la traduction la plus proche, c'est ça, d'après notre connaissance. Peut-être d'après le meilleur de nos connaissances, mais je pense d'après tout le monde écrit comme ça. Tout le monde. C'est vrai maintenant,
On nous trouve des écrits des gens qui disent, selon la consultation de Scopus, selon la consultation de Wab of Knowledge, parce que Scopus c'est 32 000 revues, et Wab of Knowledge à peu près une dizaine de milliers de revues. Là, je suis d'accord. Il aurait pu mettre entre parenthèses consultation Scopus, consultation Wab of Knowledge, c'est ce que vous avez dit. Là, je suis d'accord. Science directe. C'est juste pour mentionner une déontologie. C'est sur le plan Volcker. Merci. C'est la réserve scientifique. Il faut avoir la réserve scientifique, c'est tout. Oui, oui. C'est tout. C'est par rapport à ça. Moi, j'ai cherché avec vous, mais peut-être que je n'ai pas consulté toutes les données, les banques de données, mais quand même pour une réserve, il faut faire un recul par rapport à ça. C'est-à-dire, il vaut mieux Oui. de citer les bases de Oui, données. tout C'était à pour fait. éviter Citer ce ou- genre de remarques. Oui, oui. Voilà, pour être beaucoup plus, c'est-à-dire honnête et donner exactement l'information. Voilà. Bon, je reviens, enfin j'arrive à la partie pratique. Vous l'avez mentionné certainement qu'il y a des facteurs donc pouvant avoir un impact sur la qualité des molécules. Vous savez donc en pharmacologie ou en toxicologie ou en biochimie, ça vous le savez, qu'il y a une relation assez importante entre la structure et la fonction. C'est-à-dire la structure moléculaire de la molécule et sa fonction. Sa fonction, ça peut être catalytique, ça peut être fonction du transport, ça peut être pharmacologique, toxicologique, etc. Donc, elle est importante là, la structure, c'est-à-dire qui détermine la fonction. La fonction. Est-ce que vous avez, disons, validé votre méthode, surtout au micro-ondes? Parce que, quand même, les températures de 150, 180, c'est des températures hautes, d'accord? Et que, donc, il y a certainement, je dis certainement, la dislocation moléculaire. Éventuellement, il y a des groupements fonctionnels qui peuvent donc être altérés. Et vous savez que les groupements fonctionnels, c'est eux qui font l'activité. Oui. Vous voyez? Donc, j'aimerais justement savoir, est-ce que vous avez validé une méthode d'une manière à ce qu'on réduit, je dirais, au minimum, l'affectation donc de ces groupements-là qui déterminent la fonction des molécules, parce que on espère justement que ce soit des molécules, que ce soit pharmacologiques, révalorisables, donc sur le plan alimentaire, etc. D'accord? Oui. Donc, moi, si je peux vous répondre, je vais vous répondre par cette question. Donc, si on suppose, si les micro-ondes ont un effet destructeur sur les molécules bioactives, on ne va pas trouver des activités antioxydantes au niveau d'origan et du thym, et même voir la troisième plante importante. Et voilà, mais ça restera toujours à confirmer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour confirmer est-ce qu'il y a cet effet de dégradation des molécules qui se trouvent à l'intérieur de notre échantillon, il faut toujours confirmer ça par une étude analytique, c'est-à-dire de faire une étude d'identification des composés phénoliques, ou bien pour voir quels sont les composés qui sont dégradés, s'ils ont été dégradés par le fait d'augmenter les températures. On ne peut pas le savoir comme ça sans faire notre étude. Voilà. Je peux vous faire une confidence si vous voulez. Donc on a fait une étude, c'est-à-dire un effet prolifératif sur certaines cellules. Ce sont des cellules des cancers du côlon, c'est-à-dire in vitro. Donc avec les extraits que nous avons obtenus avec les micro-ondes. Et ça a donné un effet pro-prolifératif. Donc nous avons essayé de chercher quelle est la cause de ça. Donc nous avons trouvé que c'est dû
Tout simplement parce que les extraits de nos plantes sont riches en acide rosmarinique. Et l'acide rosmarinique, apparemment, il a un effet d'augmenter ou bien de provoquer une meilleure multiplication de ce genre de cellules, sachant qu'il y a des études sur d'autres espèces du même genre qui ont trouvé des effets anti-prolifératifs, c'est-à-dire ils diminuent l'effet de ces cellules cancéreuses contre le cancer du côlon, c'est les cellules HT29. Voilà, plus précisément. Donc ça va être peut-être, si un jour l'Algérie décide de nous financer encore, on va essayer de continuer notre travail et d'apprendre beaucoup plus sur le développement de ces cellules cancéreuses et leur effet sur ces cellules cancéreuses, tester même d'autres cellules, puisqu'il y a des cellules cancéreuses du poumon, des seins, une panoplie de cellules, voilà. Si vous permettez, monsieur. Oui. Donc j'ai quelque chose. Donc je rejoins toujours mon collègue, donc professeur Kbiech, par rapport à cette température-là, parce que là, une molécule organique, elle peut même avoir donc cette température-là peut affecter même la fonction, changer carrément de fonction. C'est ce qu'on appelle l'isomérie de fonction. Oui. Donc on peut avoir donc une fonction OH et suite à cette température élevée, elle peut passer d'une fonction OH à une autre fonction telle qu'une fonction éthère. Monsieur Rizki. Donc là, je rejoins donc le professeur et dire que cette température-là, elle risque d'affecter cette... donc je ne sais pas, est-ce qu'il faut réduire cette température-là pour voir exactement ce... Vous voulez que j'intervienne? Bien sûr. Bon. Personnellement, je ne peux pas dire que cette chose-là, elle a un effet néfaste ou bien il y a une dégradation si je n'ai pas fait mon étude. Monsieur Nabet, on va vous poser la question autrement parce que vous avez dit je vais répondre par une question tout à l'heure. Nous, on va vous poser la question. Combien il faut de joules pour pouvoir, allez, on va utiliser le terme, détruire une liaison sigma? Une liaison sigma. C'est un petit peu le son. Est-ce que 180 degrés Celsius fournissent assez d'énergie pour détruire une liaison sigma? Je pense que ça peut se faire. Eh bien, il faut dire non. Non? Ah bien sûr. Je ne sais pas exactement quelle est l'énergie. Ça veut dire ça va aller dans votre sens. Là, vous n'avez pas les ordres de grandeur énergétique. Mais là, maintenant, il s'agit d'une liaison P. J'arrive à votre question maintenant. Il pose une autre question maintenant. C'est M. Monique qui remet. Il vous dit maintenant, peut-être que vous ne touchez pas les liaisons sigma. Mais alors, supposons que vous avez des composés reliés par des liaisons hydrogènes ou de plus faible énergie. 180, c'est l'ibousie. Oui. Voilà. C'est-à-dire, vous donnez raison à M. Mouni, vous donnez raison à M. Kbiech. Donc, il faut savoir qu'une liaison sigma, c'est une liaison qui est, c'est-à-dire formée par un recouvrement axial. Donc, c'est une liaison qui est très difficile de casser. Par contre, les liaisons P, c'est des recouvrements latéraux. Donc, c'est plus facile de rompre et construire une autre fonction. Donc, c'est pour ça, donc, les 180 degrés que vous annoncez, ça risque d'avoir un autre, c'est-à-dire de changer carrément la fonction. Mais ça restera toujours à confirmer. Bien sûr. Mais il y a toujours un risque, bien sûr, de changement de molécules, d'isomérisation, voilà. Le problème, ce n'est pas seulement la perte d'activité de la molécule, disons, ciblée, c'est aussi la production des molécules assez toxiques. Oui. Moi, c'est surtout justement, je ne sais pas, vous avez la visée alimentaire. Ce n'est pas seulement pharmacologique, c'est aussi alimentaire. Madame Moulkbach, tout à l'heure, vous a proposé justement d'essayer ça donc pour la conservation des aliments, ou disons un additif alimentaire, quelque chose comme ça. Donc là, le risque justement est grandiose. Voilà donc c'est-à-dire l'impact ou bien le risque. Donc il faut le savoir. Il faut connaître donc ce risque-là, justement, de la possibilité de produire des molécules qui sont assez toxiques.
et qui nous dissuade donc d'une utilisation dans des applications alimentaires telles que la conservation, les additifs, etc. Vous n'avez pas fait de comparaison statistique entre l'activité des extraits, disons extraits traditionnellement et extraits par micro-ondes. On aurait bien justement connaître un petit peu c'est-à-dire la comparaison. D'après les ordres de grandeur qu'on a obtenus, c'est clair que c'est les extraits obtenus par micro-ondes qui ont de bons effets dans certains cas, dans la majorité des cas, sauf dans le cas des extraits éthanoliques à faible température, que ce soit sur l'effet antiradicalaire contre la BTS et contre la radicale des PPH aussi. Si on compare même la teneur en composés phénoliques, elle est meilleure dans le cas des extraits obtenus par micro-ondes, comparé par rapport à la méthode traditionnelle et même les autres tests d'activité. Donc, c'est pour cette raison, je me suis dit, soi-disant, c'est évident pour moi que... L'évidence de résultat. Oui, oui. Sur le plan scientifique, on parle d'une comparaison statistique, justement pour voir le degré de signification de différence entre les deux activités. Monsieur Kibiash, je peux... C'est-à-dire... Pour la comparaison, vous ne pouvez pas faire la comparaison du moment que vous n'avez pas utilisé les mêmes solvants déjà. Oui, vous n'avez pas du tout travaillé dans les mêmes... au moins, vous auriez pu utiliser le même solvant pour pouvoir comparer. Parce que c'est le solvant qui extrait les substances bioactives. Donc, à mon avis... On pourra toujours faire une comparaison, mais ça restera toujours, c'est-à-dire pas une comparaison, si vous voulez, juste au sens propre du mot. C'est-à-dire, en faisant l'extraction avec cette méthode et avec cet extrait, on compare les résultats à d'autres méthodes et à d'autres extraits, et on pourra faire une comparaison, mais ça restera toujours pas juste si vous voulez. Alors, je continue. Vous avez fait donc des tests antibactériens, des extraits, et vous avez jugé que il y a une forte activité antibactérienne. Par rapport à quoi? Par rapport aux ondes d'inhibition. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Mais en science aussi, en expérimental, on a toujours des références. Oui, c'est-à-dire... Bon, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas pris des antibiotiques comme référence. Oui, oui. On a le test des antibiotiques, seulement je ne les ai pas mis au niveau de manuscrit. C'était juste, d'oublier. Mais sinon, on a, c'est-à-dire sur les mêmes souches, les zones d'inhibition testées avec des antibiotiques. Vous savez on a toujours besoin de boussoles. C'est une boussole, justement. Oui, c'est une référence. Oui, une référence, bien sûr. Mais d'après, c'est-à-dire, on pourra même voir ça sur le côté bibliographique. Si on veut vérifier, par exemple, pour certains antibiotiques qui sont utilisés comme référence, que ce soit pour les levures ou bien pour les autres souches, on voit toujours que les diamètres des zones d'inhibition sont importants ou, dans certains cas, sont égaux à ceux obtenus par les antibiotiques testés. Oui. Pour l'activité antioxydante, il y a deux possibilités, enfin deux applications. L'application pharmacologique, donc c'est in vivo, et l'application, je dirais, in vitro, on peut en profiter où? Dans les applications, par exemple, alimentaires, comme par exemple des conservateurs, c'est ça? Oui, oui. Dans le cas, par exemple, au lieu d'utiliser, par exemple, le BHA, le BHT, le butylhydroxytoluène et le butylhydroxyanisole, qui sont des antioxydants de synthèse, sachant que ces antioxydants de synthèse sont cancérigènes, c'est-à-dire à des effets, c'est-à-dire à des utilisations répétitives, même à de faibles quantités. Donc il y a pas mal d'études faites sur ça. Donc ces extraits peuvent peut-être changer, c'est-à-dire peuvent être une alternative pour ces antioxydants.
On peut toujours jouer sur ça. Là, justement, il y a une porte qui s'ouvre. Oui. C'est une obligation d'ailleurs. C'est la toxicité de ces extraits. C'est-à-dire si on va à l'application, que ce soit pharmacologique ou, disons, industrielle, alimentaire, et il faut passer par donc une étude toxicologique. Oui. C'est important. Surtout, Surtout justement, si on a soulevé le problème de l'altération des molécules, c'est le changement donc des molécules à haute température. Enfin, je dirais haute, bon, c'est pas trop haute, mais 180 quand même, et même 150, c'est valable justement pour changer, comme je vous ai dit, les groupements chimiques donc actifs, donc pour donner d'autres groupements qui peuvent être, disons, à risque pour donc des cellules. Je reviens à la page 102, d'ailleurs c'est la dernière remarque, concernant CMI, la concentration minimale d'émission, donc 102. Oui. Il y a une CMI 0,11, c'est ça? Oui, Et qui est la même partout. effectivement. Justement, est-ce que c'est le hasard? Parce que comment vous expliquez CMI, la CMI 102? La CMI, c'est la concentration minimale inhibitrice, c'est-à-dire c'est la plus faible quantité de notre composé qui va inhiber le développement Oui, des oui, gènes. non. Oui, Concentration ça, minimale d'inhibition, voilà. ça c'est connu. Et Non, je parle seulement... des résultats. Oui, au niveau des résultats. Vous avez un tableau. Oui, oui, Oui. oui. 0,11 partout. Oui, Est-ce que c'est un hasard? Enfin, je n'ai pas pu sais. expliquer ça. Franchement. Lorsque nous avons fait ces tests, nous les avons répétés 3 fois. Et nous avons trouvé toujours que cette concentration, elle inhibe le développement des micro-organismes. Nous avons réalisé une gamme de concentration en huile essentielle dans notre milieu de culture qui est le bouillon Müller-Hinton et de faire des tests. Après 24 heures, nous allons faire notre lecture avec l'utilisation. Ça c'est clair. Au niveau de la méthodologie, c'est clair. Oui. Non, c'est seulement comment est-ce que c'est le hasard ou enfin je n'ai pas. Moi, je cherchais une explication pourquoi on a obtenu une CMI la même partout. C'est tout. C'est les résultats. Moi, franchement, je ne peux pas vous l'expliquer. Je peux refaire et de voir. De voir est-ce que ça donne toujours la même chose. Oui. Sinon, je vous remercie. Et sur ce, donc, je termine mon intervention et je redonne donc la parole à Monsieur le Président. Merci. Merci, M. Kibiage, pour toutes ces remarques et ces questions. Donc, maintenant, je dois passer normalement la parole à votre